C'est bon, c'est parti. C'est parti. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer juste par t'introduire, Chami, par te D'accord. présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, tu Oui, es trader, auteur, enseignant, entrepreneur. Tu as oui, décelé plusieurs rôles tout au long de ta carrière. oui. Donc, tu es issu d'une famille modeste d'Agadir. Tu as grandi en France, de De Casablanca. Casablanca plus Et- précisément. et- Attends, je suis né au Maroc. J'ai grandi au Maroc. Et c'est après mon bac que je suis allé en France. En tout cas, on a ce point commun d'avoir grandi au Maroc et D'accord. d'être venu en France après. Donc, Ok. selon tes propres dires, depuis ta jeunesse, tu as compris que un bon diplôme ne suffisait pas. Non. Et depuis les années 90, donc ton professeur d'économie t'a parlé des Golden Boys et tu as obtenu ensuite ton magistère de finance à l'université Paris 2 Assas en 97. Oui. Puis tu as été aussi l'un des premiers à à obtenir le diplôme de la MSTA de Oui. Londres. Et un an plus tard, en 99, ça, et un an plus tard, tu as été diplômé tu as obtenu le diplôme du trader Eurex. Et à Rex, oui. partir de là, justement, tu es devenu l'un de ces Golden Boys dont ton professeur d'économie te parlait. Tu as Exact. occupé les différents postes de Chief Technical Analyst au sein de deux cabinets réputés, de trésorier ensuite de l'ancienne ONA, Ouais. de trader au sein d'un hedge fund à Londres en Ouais. 2002, et enfin de trader pour compte propre sur le marché américain. Ouais. Ouais. Et notamment, tu es aussi reconnu pour avoir anticipé plusieurs crashs boursiers, notamment ceux de 98, de 2000 et de 2007. Par la suite, tu as traversé une période un peu plus difficile sur le plan personnel, en préparant ton agrégation, pardon, et fidèle à ta Ouais. résilience, tu as obtenu cette agrégation et tu as alors réalisé un de tes rêves plus tard, qui était devenir auteur à succès avec plusieurs Mm, best-sellers, mm. et comme maîtriser l'analyse technique en 2011, ou encore agir 5 ans pour virer son patron, quitter son banquier et vivre la belle vie. Ouais. Donc, Ça fait rêver, ça fait rêver. Ouais. ça fait rêver, exactement. Et c'est suite à un événement marquant en 2009 qu'en septembre 2010, tu as fondé la TKL Academy, dont on Ouais, parlera par ouais, la suite. ouais, ouais, C'est une université en ligne dédiée au trading, au business, à ouais, l'investissement, qui est ouais, aujourd'hui une véritable communauté plus qu'une simple école ou université. ouais. Et à partir de 2014, donc je pense que tu as déménagé à Dubaï. Tu nous Oui. diras par la suite pourquoi. Et voilà, tu as été donc l'un des premiers entrepreneurs sur Internet au Maroc, marocain, Ouais, pardon, ouais, ouais, marocain. ouais, Et tu continues aujourd'hui à partager sur YouTube où tu comptes plus de 500 000 abonnés. Et je sais que mhm. Omar, particulièrement plus que moi, mais Omar a été un grand consommateur et un grand consommateur de contenu. Et voilà, donc on aimerait bien que cette discussion tourne autour de la question suivante qui est pourquoi et comment on peut continuer à se former au-delà du système éducatif Traditionnel. traditionnel, exactement, le système éducatif traditionnel. Et voilà, donc Omar, parmi nous ici présents, c'est aussi le cofondateur de Menbicha. Et comme je disais, Enchanté. grand De ma consommateur chaîne, de ma chaîne YouTube. exactement. Excellent, C'est ça. excellent. Voilà. Ouais. Si ça te va, Thierry, on va commencer avec une petite citation qui m'a beaucoup fait penser à toi, du coup, qui dit: ce n'est pas le plus grand qui domine le petit, c'est le rapide qui domine le lent. Donc, Hmm. j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis sur cette phrase parce qu'elle m'a beaucoup fait penser à ce que tu nous transmets. Alors, il y a clairement, c'est quelque chose que j'ai appliqué à mon business. Mon business, c'est un petit business, d'accord. On est quelques personnes, mais on est rapide au sens où on a un impact. Je ne sais pas si vous vous renseignez un petit peu sur mon école, mais aujourd'hui sur Trustpilot, on est l'une des meilleures écoles en termes de notes, de rating sur Trustpilot. On a sur 3500 notes, 97% de notes 5 étoiles, ce qui est énorme. C'est-à-dire même Tony Robbins n'a pas ça, même et pourtant on est une très petite structure. Pourquoi? Parce qu'on s'est focalisé sur le fait de satisfaire nos clients, nos étudiants, et de leur apporter un maximum de valeur. Ce qui fait que parmi nos étudiants, on a beaucoup de gens qui sont diplômés de l'ESSEC, de HEC, qui ont fait des MBA à HEC, London Business School, l'INSEAD, et ils me disent « Waouh, j'ai appris beaucoup plus au sein de ton école qu'au sein de ma formation ». À un prix beaucoup moins élevé, bien évidemment. Et ça aurait été impossible si c'était une grosse structure. Tu vois, si c'était
quelque chose de très lourd. Et moi, j'ai toujours considéré que small is beautiful. Et donc, effectivement, avoir une petite structure efficace, orientée sur vraiment à l'écoute de ses clients, de ses étudiants, c'est crucial, surtout aujourd'hui. Et donc, à un certain moment, tu sais, si vous avez suivi ma chaîne YouTube, en 2020, on a explosé les records. On a fait 30 millions de vues. On a eu, voilà, on était probablement la chaîne YouTube la plus suivie dans le monde francophone. Et là, j'avais le choix. J'avais le choix entre grossir, d'accord. On avait déjà à un certain moment, on était à plus de 20 salariés. Ou alors, et c'était la deuxième possibilité, c'était, ok, très bien, c'est grossir, c'est-à-dire on va essayer d'avoir le plus de monde possible, mais on s'en fiche, c'est-à-dire on est vraiment dans du mainstream. Ou alors, et c'est la question que je me suis posée, je me suis dit, ok, bon, je suis déjà libre financièrement, je n'ai pas besoin de gagner plus d'argent, mais qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact sur ma communauté? Est-ce que c'est le fait d'avoir une chaîne YouTube qui fait plus d'1 million d'abonnés, sachant que en 2020, on était déjà à 300, 400 000 abonnés, d'accord? Et là, en fait, j'ai fait un virage qui est complètement fou, où j'aurais pu soit me focaliser sur le fait de grossir la TKL, de devenir une grosse boîte, grosse structure, donner des gros événements, ou alors de me poser la question suivante, aujourd'hui, comment je peux aider ma communauté? Et c'est là où, au lieu de passer à 20, 30, 40 personnes, on est resté une très petite structure, moins de 10 personnes, d'accord? Et là, je me suis focalisé sur le fait de créer un cursus de dingue sur la finance. Tu es en majeur de finance à l'ESSEC. Moi, j'ai fait à ça, je suis agrégé d'économie et je me suis rendu compte que pendant mes études, ça restait basique. C'est-à-dire qu'on n'allait pas au fond des choses et que c'était intéressant, bien évidemment, ça donnait un bon niveau, mais ça, c'est pas suffisant pour opérer au meilleur niveau sur les marchés financiers. Et je me suis dit également, on rentre dans un environnement particulier. Les taux d'intérêt qui étaient bas pendant des années et des années, là, il y a un risque de hausse des taux d'intérêt, l'inflation. D'ailleurs, j'ai commencé ce travail en 2020-2021. Et on sait qu'en 2021, on a eu une bulle, puis on a eu un éclatement de la bulle, puis on a eu le marché qui est reparti à la hausse. Aujourd'hui, on voit le Bitcoin c'est-à-dire, on est dans un marché extrêmement volatile. Et donc, dans ce marché, Goldman Sachs parle d'une décennie perdue. Mais ils en parlent aujourd'hui. Moi, ça fait 3-4 ans que j'y pense à cette décennie perdue. Parce que je l'ai déjà vécu dans les années 2000. Je travaillais pour Trading Central et j'ai vu cette décennie perdue et c'était dur. C'était dur sur le marché de l'emploi, c'était dur sur l'économie, c'était dur sur plein de choses. Et le risque aujourd'hui, c'est que les marchés, ils ont monté et on risque de revivre la même chose. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la mode, c'est l'investissement passif. Tout le monde vous parle, vous avez plein de chaînes YouTube aujourd'hui à la mode qui parlent de l'investissement passif. Et moi, mon idée, c'est pas de dire l'investissement passif est dépassé, c'est de dire, mais est-ce que tu peux tout mettre sur une seule stratégie? Et c'est là où je me suis dit, quelle est ma meilleure manière de contribuer? C'est de créer un cursus extrêmement solide, extrêmement sérieux, l'un des meilleurs. Alors, encore une fois, je vais pas jouer le faux modeste, mais en même temps, j'ai vraiment envie de dire, c'était ça mon ambition. D'accord? C'est quand j'ai écrit l'art du trading, je pensais pas que ça allait être un succès. J'ai vendu plus de 100 000 livres, pas que l'art du trading, ce qui est énorme dans le monde francophone, dans la finance. Je pense que le Vernimen s'est vendu à 200 000 exemplaires, mais le Vernimen, c'est dans les années 70. Donc, l'art du trading, c'est en 2007. Donc, 27 ans après. D'accord? Donc, c'est quand même énorme comme chiffre. Et sachant que moi, j'ai pas l'appui des grandes écoles, j'ai pas HEC, j'ai pas une machine derrière. C'est-à-dire, c'est Tammy Kabaj, il est youtubeur et donc, et c'est ça le truc. C'est que tu peux, avec une petite structure, avec de faibles moyens, avoir un impact énorme, mais tu dois avoir une vision et un objectif. Et c'est pour ça que, comment tu as voilà. réussi bien sûr. Comment tu as réussi juste par exemple, à créer cette communauté? Tu as parlé de communauté, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens forcément, mais la communauté, Ouais. tu as réussi à créer une véritable communauté. Comment tu as réussi à fédérer cette communauté, à la fidéliser surtout? Alors, je pense que tout d'abord, de mon côté, il y a un background. Il y a un background académique et il y a également une expérience professionnelle et il y a également une expérience personnelle. Tout à l'heure, vous parliez de mon parcours. J'ai pas eu un trajet facile. J'ai vraiment eu beaucoup de galères. Et parmi ces galères, je viens du Maroc, je fais mes études en France et pour moi, c'était compliqué. C'est-à-dire, je me souviens à un certain moment, ma mère est dans le coma, j'ai pas d'argent pour prendre l'avion et je pleure et je me dis, je veux pas. Voilà, c'est dur à vivre. Et ce moment-là bien précis, ça a été pour moi un déclic. Ça a été le fait de me dire, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je devienne riche, il
Faut que je. Et puis, c'est ce que je fais. Je fais mes études. Tu as parlé de mon CV, c'est très bien. Mais à la fin, quand je rentre de Londres à Paris, je me marie, ma femme qui me dit, je divorce une semaine après. Ben, t'as beau avoir été trader à Londres, t'as beau avoir plein de diplômes, ça servait à rien. Je me suis retrouvé au chômage, à un certain moment au RSA pendant 2 mois. Mais au RSA, c'est-à-dire comme j'avais plus de fric et j'avais mon fils que je récupérais une semaine sur 2. Et là, je me dis, comment un mec comme moi, qui a bossé dur, qui a fait des sacrifices, qui a fait tout ce qu'on lui a demandé, il passe de trader à chômeur et tu vois. Et si j'étais un peu fragile, alcoolique et suicidaire, on est d'accord. Et du coup, à ce moment-là, comment finis, tu te relances? Bien sûr. Voilà, et justement, tu vois, et c'est ce parcours qui fait que quand j'ai créé la TKL, j'avais ce parcours. Et donc, quand j'ai créé la TKL, je me suis dit, qu'est-ce que je vais apporter à ma communauté? Qu'est-ce que je vais leur apporter comme valeur? Et c'est là où j'ai mis toute mon âme, toutes mes tripes dans la création de ma formation, dans le truc. Et c'est là où les gens, encore une fois, il y a des gens qui m'aiment, c'est les réseaux sociaux. Mais pourquoi les gens sont fidèles? Parce qu'ils se disent, il mouille la chemise, ce mec. Il bosse dur. Il donne le maximum. Il compte pas ses heures. Il n'est pas là à se foutre de notre gueule. Et donc, à partir de là, je pense que la communauté, si elle est fidèle, c'est parce que derrière, ils se disent, waouh, d'accord, il s'est pas foutu de notre gueule, premièrement. Deuxièmement, j'essaie d'être bon. C'est-à-dire que, par exemple, là, les 3-4 dernières années, j'ai bossé comme un dingue. Vous voyez ici, derrière moi, il y a plein de bouquins. Eh ben, je peux vous dire, je les ai lus. J'ai bossé comme un dingue. Et pour moi, en fait, l'idée, c'était de créer le meilleur cursus. Donc, il y a beaucoup de bouche à oreille à la TKL. C'est-à-dire, beaucoup de gens sont contents et ils en parlent autour d'eux. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui explique pourquoi la communauté, elle est là, elle est fidèle. À chaque fois que je donne un live sur YouTube, par hasard, tu vois plein d'étudiants, oui, Tammy, etc. Et en même temps, dans notre communauté, on a tout. On a des gens très riches, on a des gens qui démarrent, on a des diplômés de grandes écoles, on a des gens qui n'ont pas de diplôme. Et il y a une vraie, comment dirais-je, solidarité, cohésion. Et je pense, encore une fois, je pense, c'est le fait de vraiment vouloir apporter de la valeur, vraiment vouloir aider les gens, de pas se foutre de la gueule des gens. Désolé si je suis un peu cash, mais de pas me moquer des gens, tu vois. Et je pense que c'est ça ce qui explique le succès. Désolé, Omar, à toi de jouer. Non, pas de souci, pas de souci. Ben justement, j'allais te demander si c'était pas ce premier échec que tu as connu après tous les succès que tu as eu dans tes études, c'était pas un peu la vraie première leçon. Parce que moi, j'ai l'impression quand même, cet échec, peut-être c'est ce qui a fait ton succès après. Claire, alors, disons que j'aurais préféré ne pas avoir cet échec, pour être honnête avec vous. Et c'est pour ça que j'ai créé notamment le cursus sur la liberté financière. C'est-à-dire, je me suis dit, comment un mec comme moi, qui a connu des succès, alors encore une fois, c'est relatif, mais malgré tout, ça reste des succès. Et parce que devenir trader à Londres, à l'époque, c'était genre, c'était comme Ligue des Champions. Moi, je voyais les gars qui étaient avec moi, ils étaient tous du 16e, Neuilly, etc. Et ils n'avaient pas ce poste. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, c'était déjà un miracle en soi. Parce que le milieu de la finance reste un milieu fermé en France. Mais en Grande-Bretagne, c'est plus ouvert. Mais déjà, le fait de me dire, atteindre ça et tout perdre du jour au lendemain, me retrouver quasiment à la rue. Et tu as tes parents au Maroc qui sont là, qui sont désespérés parce que, tu vois, ils comprennent pas. Eux aussi, ils comprennent pas. Et toi, tu as l'impression d'avoir trahi tes parents. Mon fils, il a 1 an et je me dis, si je vais à Londres, je le reverrai plus jamais de ma vie. Il y a 1,3 million de papas qui revoient plus jamais leurs enfants. Et tu te retrouves misérable. Et là, en fait, je me dis, j'ai pas envie de revivre ça. Donc, moi, c'était plus une manière de vouloir aider les gens et de leur dire, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Maintenant, est-ce que ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui? Probablement. Pourquoi? Parce que ça a été une leçon et ça m'a permis d'être humble. C'est-à-dire de comprendre que c'est pas parce que tu as réussi des études que c'est bon, tu as réussi dans la vie. C'est pas parce que tu es millionnaire aujourd'hui que ça y est. Et donc, ça peut arriver à n'importe qui. Tu peux avoir une maladie grave, tu peux avoir un accident, tu vois, ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, à un certain moment, il faut vraiment redescendre sur terre, comprendre que on n'est pas grand-chose, mais en même temps, il faut être généreux, il faut apporter de la valeur, il faut être optimiste. Parce que j'aurais pu ne jamais me relever de cet échec, j'aurais pu ne jamais réussir. Et finalement, ben voilà. Ouais.
Écoute, en écoutant ton discours, on voit un vrai mélange entre formation personnelle et Ouais. éducation classique. Et selon toi, justement, j'aimerais bien te poser la question, quelles sont les plus grandes forces de l'éducation traditionnelle et où Mhm. s'arrêtent-elles, justement? C'est-à-dire ces Ok. forces-là où... L'éducation traditionnelle ou classique, alors bien sûr, ce que j'ai appris sur la finance, je l'ai pas appris durant mes études. J'ai beau avoir fait l'agrégation d'économie, c'est très bien. D'ailleurs, l'agrégation d'économie, pour ceux qui ne le savent pas, économie, gestion, option, compta, finance, tous les bouquins d'expertise comptable sont rédigés par des agrégés d'économie, gestion, option, compta, finance. Donc, quand vous allez ouvrir le bouquin, souvent, vous allez voir. Donc, c'est quand même, voilà, en termes de finance, c'est un très bon niveau. Et pourtant, j'avais aucune connaissance sur l'éducation financière. Quelqu'un m'avait offert le bouquin de Kiyosaki un jour et je lui ai dit, c'est quoi cette arnaque? Alors que et j'étais agrégé. Hein. C'est quoi cette arnaque? J'étais à des années-lumière du monde du business, du monde de l'indépendance financière. Et l'agrégation d'économie et gestion, on nous a enseigné le management, on nous a enseigné la partie compta, finance, etc. Pourtant, j'étais complètement nul en termes de business. Et encore une fois, ça, tu n'apprends pas à l'école. Et ça, c'est ce que j'ai compris. Et je l'ai compris quand j'ai quitté la France. 2009, donc j'en ai déjà parlé dans mon bouquin Agir, je frôle la mort. Je frôle la mort. C'est-à-dire là, je suis très... Alors, bien sûr, il y a eu cette période. Et après, quand j'ai écrit mes bouquins, ensuite, je passe sur toutes les télés françaises. Je passe également sur la télé marocaine, CNN, Bloomberg, partout. Tout le monde veut m'interviewer. Et donc, je suis invité partout. Je suis invité au Conseil d'analyse stratégique, c'est le think tank du Premier ministre. Je pense que c'était François Fillon à l'époque. Je suis invité dans des grandes écoles. Je suis invité au Pont et Chaussées, etc. Je suis invité partout. Et là, c'est bon. C'est-à-dire, c'est bon. D'ailleurs, je donne une conférence à Casablanca. Il y a Adil Douéry, qui est l'ancien ministre de l'Industrie. Voilà. Bon, je sais pas si tu as un lien de parenté, On mais l'a reçu pour notre dernière eh ben, je conférence sais, Mondica, on l'a je reçu, sais, monsieur. je sais. C'est un grand monsieur, c'est vraiment une très très belle personne. Et donc, je participe à des conférences, etc. Tout se passe bien. 2009, je frôle la mort. Et là, en fait, ça a été pour moi un choc. C'est-à-dire, j'avais déjà mon premier choc, le divorce, etc. Et là, c'est le deuxième choc. Et c'est là où je décide de quitter Paris, je rentre au Maroc parce que mes parents sont encore au Maroc et je me dis je vais être à côté d'eux. Et c'est là où je crée la TKL pour la petite histoire. C'est à Casablanca. C'est en 2010, c'est ça? Ouais, 2010. Ok, ouais. Ben, d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup penser ce que tu as dit, parce que moi-même, j'ai investi mon argent et j'ai fait aussi un Ouais. master finance à la Sorbonne avant ça. Et je suis tout à fait D'accord. d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai Ouais. tendance à dire à mes amis qu'il y a vraiment une différence entre un financier et un investisseur. Et je pense vraiment que ce Exact. pas les mêmes mécanismes d'investir son Non. argent et de gérer sa psychologie ou d'investir pour le compte de quelqu'un, travailler en tant que salarié. C'est différent parce qu'il n'y a pas Ouais. le même risque, pas la même pression, pas le même stress. Et quand tu gères ton argent, tu gères ton argent. Donc, c'est-à-dire que tu peux gagner, tu peux perdre également. Et donc, il y a un stress supplémentaire. Ouais. Et il y a cet aspect skin in the game, je pense, qui est aussi très important pour développer vraiment des compétences. Oui, Ouais. oui. Du coup, je voulais un peu rebondir sur la question de Saad. On pourra parler un petit peu de notre pays. On sait au Maroc qu'on valorise encore beaucoup les diplômes. Les Il y a la études. voie Ouais. classique, un peu la voie royale, que d'ailleurs Saad a fait, prépa, grande école. Bon, même moi, je suis en grande école, donc je peux pas Critiquer. trop m'exclure de ça. Oui. Pour autant, j'aimerais bien savoir du coup comment on peut changer cette perception et encourager les gens justement à aller au-delà des diplômes. Ok. Moi, je pense que les diplômes et les études sont importantes. Ouais, les diplômes sont importants et les études sont importantes. Je pense que on a tendance aujourd'hui à dénigrer les études parce que tu vois des gamins de 20 ans te dire je suis devenu millionnaire en 2 mois, les études c'est de la merde et c'est un danger parce que les études sont importantes parce que on a besoin notamment dans le domaine des sciences, on a besoin de chercheurs, on a besoin de personnes qui publient des papiers, on a besoin de personnes qui innovent et ça reste très très important. D'ailleurs même Xavier Niel qui a pas fait d'études, récemment il a donné une masterclass à Polytechnique, je vous invite à la regarder. Et dans cette masterclass, à un certain moment, il dit bon, j'ai pas fait d'études, mais Polytechnique, je les recrute. Et Polytechnique sont de très bons produits et sont des gens, ils vont me permettre de devenir riche et de devenir encore plus riche. Mais ce qui est intéressant, c'est que les études, moi,
m'ont permis de devenir qui je suis. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis financier, je suis investisseur, mais j'ai également fait des études. Les études m'ont énormément apporté. Discipline, rigueur, capacité de focus, capacité de faire des recherches, analyse, prise de décision. Donc, j'ai appris énormément durant mes études. Maintenant, le piège des études, c'est que tu n'apprends pas grand-chose et surtout, tu es limité par tes études. Le problème et le piège des grandes écoles, c'est qu'à un certain moment, vous avez peur. C'est-à-dire entre une carrière dans l'audit ou dans un cabinet de conseil où vous allez être bien rémunéré et créer sa boîte, c'est mieux une belle carrière, bien rémunérée. Et le problème, il est là, c'est que plus tu as de diplômes, etc., plus tu as peur. Alors aujourd'hui, cette nouvelle génération est différente parce que les startups sont à la mode, parce que c'était pas à l'époque, à mon époque, c'était pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est à la mode. Tout est à la mode, créer un business, c'est à la mode, etc. Mais justement, on n'a pas le mindset d'un entrepreneur. On n'a pas, c'est-à-dire, c'est des gens, voilà, genre, je fais un truc, et puis je suis financé, et puis je reçois des… Oui, non, un entrepreneur, c'est tu crées un truc de zéro et tu gagnes de l'argent rapidement. D'accord? Tu dois vraiment avoir un mindset, je gagne de l'argent rapidement. Moi, c'est mon mindset. Et donc, moi, je pense que ce qui m'a permis de sortir de ce piège des études, c'est le développement personnel, c'est me former avec des Américains, c'est des déclics que j'ai eus en étudiant les Américains. Alors, les Américains, ils m'ont ouvert les yeux. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré au Maroc, d'ailleurs en 2010, je rentre, je vais chez, voilà, je rentre. J'ai pas d'idée sur ce que je vais faire, mais je me dis, je négocie. Alors, j'obtiens un job à Al Jabr. Je sais pas si vous connaissez, c'est un très bon lycée à Casablanca. Et à l'époque, Madame Suir, qui est une grande dame, on parle ensemble, on discute et elle veut vraiment que je vienne à Casablanca. Je lui dis OK. Je lui dis à une condition, je crée ma boîte en parallèle. Elle me dit pas de souci. Donc j'enseigne et en même temps j'ai mon business. Donc c'était génial pour moi. C'est-à-dire je suis au Maroc, je suis à côté de mes parents, je vois mes parents. D'ailleurs mon père va mourir en 2012. Donc pour moi c'était hyper important que je rentre au Maroc. Et puis ce qui est génial, c'est que je développe mon business. Et à un certain moment, pendant 2 ans, je patine. Je gagne pas d'argent. Et là, en fait, je ne gagne pas d'argent parce que je ne connais rien au business. Même si j'ai une agrégation d'économie avec un gros bagage sur le business, en fait, je ne connaissais absolument rien au business. Et là, je lis des bouquins. Tim Ferriss, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, La semaine des 4 heures. De 4 heures. Ouais. Magnifique. Ce bouquin, il m'apprend énormément de choses, notamment le fait de simplifier les routines, le fait d'éliminer le superflu, d'automatiser plein de choses. Et il dit, voilà, tu peux habiter dans un endroit genre face à la mer et développer un business qui génère des millions. C'est en lisant ce bouquin, je me suis dit, waouh, j'ai étudié Brandon Burchard, c'est un Américain également, qui lui a commencé à parler de comment lancer un produit, comment faire du marketing, comment ceci, comment cela. Et après, je me suis dit, bon, c'est trop beau pour être vrai. Ça va pas marcher. Et en étudiant ces gars-là, en fait, j'ai commencé à appliquer. Et j'ai eu des résultats. Et à un certain moment, j'ai eu, je pense, en 1 mois, j'ai dû faire 1 an de salaire. Bon, à l'époque, je gagnais pas beaucoup, mais quand même, même pas en 2 semaines, j'ai dû faire 1 an de salaire. Et là, je me suis dit, finalement, ils disent pas que des conneries, quoi. Et c'est là où j'ai compris la puissance du business sur Internet, la puissance de l'éducation en ligne. Moi, j'ai enseigné à Dauphine, en master à Dauphine, à SAS, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les études restent très théoriques. Et moi, je me suis dit, OK, j'ai le bagage académique, j'ai également l'expérience, et il y a le business en ligne. Et là, je me suis dit, en fait, c'est l'opportunité d'une vie. C'est-à-dire, il y a des moments dans l'histoire, dans votre histoire, où vous allez avoir une convergence d'éléments autour d'un même niveau. Et là, je me suis dit, moi, j'adore enseigner. J'ai écrit des bouquins, plusieurs best-sellers. J'ai la pratique. Pourquoi ne pas créer une école, etc. Et c'est ce que j'ai fait, mais sachant qu'au départ, je n'avais pas les connaissances en matière de business, de marketing, etc. Et c'est là où le fait de lire des bouquins, le fait de m'ouvrir, le fait de dire, tu oublies tes diplômes ne servent à rien. Là, tu es dans un autre monde. Sois humble, apprends. Et c'est le problème de beaucoup de gens qui font des études. Donc, les études, je récapitule pour répondre. Les études, c'est très bien. Mais il ne faut pas se contenter des études. Il faut aller au-delà des études. Et donc, c'est là où moi, j'ai commencé à travailler au-delà. Donc, j'avais la méthode, j'avais la capacité de travail, le focus. Et quand j'ai combiné ça à tout ce que j'ai appris aux États-Unis, etc., c'est là où j'ai explosé.
Justement, tu as parlé d'automatisation, pardon. Oui, On va oui, jouer on va te demander de te projeter rapidement et on va te demander de te dire, tu as 23 ans, donc en 2024. ok, ouais. Daniel Kriblage a 23 ans en 2024. Avec les outils actuels d'éducation, que ce soit l'IA, Ouais, l'éducation en ouais, ligne, les développements ouais. personnels, qu'est-ce que tu ferais différemment? Et aussi, on aimerait bien que tu nous dises où est-ce que tu étais à 23 ans et nous faire une sorte de comparaison avec Ouais. qu'est-ce que tu étais à 23 ans avec les outils que tu Alors, avais et qu'est-ce que alors, tu ferais maintenant avec les nouveaux outils? c'est une excellente question. Je vais pas parler de la période autour des 23 ans. En fait, c'est une période compliquée pour moi parce que je faisais mes études. J'étais allé à Paris. Et donc, j'ai commencé à Limoges. Hein. J'ai fait un bac+2 à Limoges. Ensuite, je suis accepté à Assas, à Dauphine, à la Sorbonne également. Et je fais Assas, je sais pas pourquoi, mais j'avais vu le magistère banque finance. Je me suis dit, je vais faire ça. Et j'avais vraiment envie de faire cette formation en finance. Bon, ok. Et à Paris, en fait, je suis vraiment fauché. Je suis hébergé chez un ami qui a une chambre de bonne. Donc lui, il dort dans son petit lit et moi, je dors par terre et il y a la cuisine juste à côté. Sauf que mon ami, qui est un ami d'enfance, il me dit, tu sais, Tami, je t'aime bien, mais là, je peux pas t'héberger plus longtemps. Et je me retrouve quasiment à la rue. Je me retrouve à la rue. J'ai pas de. Et là, en fait, c'est compliqué pour moi parce que j'ai pas d'argent. Mon père, il pense que la France c'est l'Eldorado, donc il me dit, je sais pas ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit oui, je dois aider mes sœurs, etc. Donc il m'envoie pas de fric. Et moi, en fait, comme je suis fier, je lui dis pas, je suis dans la merde, je lui dis rien. C'est ma faute également. Et ben en fait, je me retrouve quasiment à la rue. Je fais des petits boulots, plongeur à Nanterre. Je fais livreur de pizza, Domino's Pizza. En fait, je fais plein de petits boulots, mais je fais pas mes études, quoi. Donc cette année, je la rate. Et après, en fait, je passe ma troisième année à SAS. Et là, en fait, c'est là où ma mère, elle est dans le coma. Et là, en fait, j'arrête mes études parce que je me dis, je veux devenir riche, je veux créer un business, et c'est ce que je fais. Donc, je crée un business, antenne satellite, j'installe des antennes satellites sur les toits de Paris, c'est histoire de fou. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire, mais voilà, j'ai vécu ça. Tu peux nous raconter un peu plus? Ouais, bah écoute, c'était chaud, c'est-à-dire moi je me suis dit à l'époque tout le monde voulait avoir des antennes satellites et tout, et là moi je me dis euh, en fait je me dis tiens ça peut être intéressant. Je voyais que les tarifs étaient prohibitifs, on peut proposer quelque chose d'intéressant, etc. Un bas prix. C'est ce qu'on a fait. Sauf que c'était galère, quoi. C'était galère. Tu vas sur les toits. Parfois, les gars, ils voulaient pas te payer. Une fois, on a installé une antenne et t'as le mec qui sort avec un fusil et il nous dit, voilà, je vais pas vous. Ah non, mais c'est véridique, histoire de fou. Et mon frère, il travaille avec moi et mon frère, il me dit, on part. Et moi, je lui dis, non, non, il doit me payer. Il me dit, mais c'est bon, on s'en fiche, on s'en fiche. Mais c'est un truc de fou. Mais ça a été une magnifique école, mais parce que j'étais désespéré. Et donc, je vais répondre à la question, mais c'est important j'étais désespéré. Mais pour moi, la solution, c'était de créer un business, ce qui n'était pas la bonne solution. Mais j'avais pas un mentor pour me dire, tu fais une connerie, continue tes études. Mais il se trouve que je l'ai fait, d'accord? Et c'est bon. Mais après, je sais pas, ça a pas bien marché. Puis mon frère m'a dit, bah, j'ai envie de reprendre mes études et tout. Je lui ai dit, OK. Et là, moi, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire pour devenir riche? C'est là où je me dis, je vais devenir trader. Et là, je passe le concours du magistère banque finance. Je devais passer le concours d'HEC, admission parallèle. Il y avait également le concours de Sciences Po. Je passe le magistère. Je suis accepté. Et là, je me dis, bon, c'est bon. J'ai assuré le truc. HEC, je m'en fiche. Alors, j'aurais peut-être pas été accepté, mais c'est pas grave. Mais j'avais déjà été accepté. C'était pour moi déjà très bien. Et donc, là, je fais mon cursus classique. Et donc, je vais répondre à la question. Et donc là, déjà, vous avez vu que j'ai fait n'importe quoi parce que justement, j'avais pas de mentor, j'avais pas une personne qui m'a dit, tiens, tes études. Donc, beaucoup de jeunes sont comme moi. À un certain moment, ils doutent. Faites vos études. C'est-à-dire, personne ne va vous le dire. Moi, je vous le dis. Si tu fais un cursus, fais-le jusqu'au bout. Sauf si tu es un génie, tu t'appelles Zuckerberg ou Bill Gates, ouais, et tu es vraiment très bon, auquel cas je peux te comprendre. Mais sinon, si t'as pas le QI de Bill Gates, finis ton cursus. Parce que c'est premièrement. Deuxièmement, pendant mes études, je me suis rendu compte que
le milieu de la finance était fermé. D'accord? Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est comme j'ai vu que moi, j'envoyais des CV, j'avais pas de stage, et mes camarades, ils avaient un stage très rapidement. Je me suis dit, il faut que je devienne meilleur qu'eux. Et donc là, c'est là où j'ai lu des bouquins. J'ai acheté un logiciel d'analyse technique. Je me suis formé en parallèle. D'accord? Et ça m'a donné un avantage. Quand ensuite, il y a eu un entretien pour un grand cabinet d'analyse technique, qu'est-ce qu'ils allaient recruter? Le gars qui avait déjà le cursus, qui avait déjà appris, ou le gars qui arrive, qui a son diplôme, sympa, mais il n'a pas de connaissances. Et ils allaient prendre la personne la plus efficace, la plus compétente. Donc, pendant mes études, je me suis pas contenté de mon diplôme. J'ai travaillé, j'ai lu plein de bouquins, j'ai acheté des logiciels, je me suis formé. Ce qui fait que sur le marché du travail, j'étais beaucoup plus efficace que les autres. Donc, pour répondre à ta question, quand tu es jeune, ne perdez pas votre temps. Soyez très, très bon, c'est-à-dire ça passe très vite. Et pendant vos études, c'est là où vous allez faire la différence. Moi, c'est ce que j'ai fait, personnellement. Voilà. Et donc, pour juste l'IA et l'éducation en ligne, tu en utiliserais plus? Est-ce que tu penses que ça peut être un tremplin et une sorte d'aide pour les jeunes, justement, pour mieux s'éduquer différemment? Ou, OK. Moi, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une chance incroyable, incroyable. Maintenant, l'IA n'est pas la solution. C'est pas la finalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens tombent dans le piège de l'IA. L'IA va, oui. Mais si tu réfléchis pas, t'as pas une capacité d'analyse, tu sais pas ce que tu vas demander à l'IA, je suis désolé, tu vas pas faire long feu. Donc le problème aujourd'hui, et justement le problème, le gros danger de la génération actuelle des jeunes, c'est le fait de se reposer sur ça et de pas comprendre que derrière ce n'est qu'un outil. Et il y a Laurent Alexandre, il a écrit d'ailleurs dans son ouvrage, il a dit il y a ceux qui vont exploser grâce à l'IA et ceux qui vont être des laissés pour compte. Et je pense qu'en fait, et là on parlait tout à l'heure des études, les études c'est important parce que ça te permet quand même de réfléchir, d'analyser, de prendre des décisions, d'avoir une discipline, une rigueur, ce qui est très important. Et l'IA, ça va décupler ta capacité de frappe. Donc moi, c'est comme ça que je vois l'IA. Je vois l'IA comme complémentaire. L'IA ne va pas remplacer l'humain totalement. Il y aura toujours ce côté social, cette expérience. Par exemple, moi, j'ai créé une grosse formation, mais l'IA, elle m'a pas donné, elle m'a permis de faciliter ma tâche, notamment mise en page, correction, des idées. Mais derrière, il y a un gros travail personnel. Donc, tu peux pas te baser que sur l'IA. Et enfin, mais par rapport aux études et par rapport, je pense que beaucoup de gens se disent, comme il y a l'IA, les études ne servent à rien. Je pense que comme il y a l'IA, les études sont encore plus importantes qu'auparavant, parce que justement, c'est-à-dire, ça va être une manière de se distinguer. Les études, ça sert à quoi? Vous êtes dans une école, déjà, vous côtoyez, vous faites un réseau. Vous avez le gars qui est dans son coin, il utilise que l'IA, ça va être difficile pour lui de rencontrer, de côtoyer d'autres personnes. Premièrement. Deuxièmement, il y a ce côté compétitif, c'est-à-dire que vous avez intégré une grande école, derrière, vous n'y êtes pas entré par hasard. Derrière, vous avez un bon dossier, bonne capacité de travail, et donc ça s'obtient pas comme ça par hasard. C'est pas l'IA, grâce à l'IA, que tu vas avoir cette capacité. Maintenant, l'IA, pour moi, c'est comme un super pouvoir. C'est-à-dire, si t'es bon, tu vas être encore meilleur. Si tu es moyen, tu resteras moyen. IA ou pas IA. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre la distinction. Ouais, mais pour autant, moi, je pense quand même que, et j'aimerais bien avoir ton avis sur ça, je pense quand même qu'il y a certains métiers qui vont être vraiment transformés et voire bouleversés. On peut penser peut-être au métier de marketing, à la création de contenu, et même au coaching avec maintenant Copilot, etc. Donc, je pense quand même que pour des jeunes comme nous, il y a des choix stratégiques à faire pour ne pas choisir une carrière qui est bouleversée. Justement, moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Et tu penses que ce sont quoi les domaines qui vont être le plus bouleversés et comment on peut avoir une vision un peu stratégique pour utiliser l'IA plutôt qu'être concurrencé, justement? Je pense que tous les métiers vont être bouleversés. Tous les métiers. Et je pense qu'en fait, pour tirer son épingle du jeu, il faut être le meilleur. C'est Winners Take All. Je pense que c'est un bouquin et même une étude, un travail de recherche qui a prouvé que finalement une petite minorité s'accapare tout. Et on le voit. Les riches deviennent de plus en plus riches, les classes moyennes s'appauvrissent, les pauvres restent pauvres. Et donc, en fait, malheureusement, ça va être encore plus impitoyable. Donc, la concurrence va être encore plus impitoyable. Est-ce que pour autant, tout va disparaître? Je ne le pense pas. Mais clairement, on parle de l'IA dans la médecine,
on parle de l'IA, mais ça va également changer, c'est-à-dire ça va transformer, ça va rendre la médecine plus efficace, les services publics plus efficaces, la société plus efficace. Donc, je le vois pas comme un chômage massif, mais clairement tout ce qui est tâches répétitives, tout ce qui est finalement tâches à faible valeur ajoutée, elles vont disparaître. Après, par exemple, un expert comptable, il va devoir utiliser l'IA et il va devoir être beaucoup plus efficace. Et après, on aura peut-être des concentrations, peut-être des oligopoles. Et donc, un petit va rester petit. Donc, il va falloir effectivement être un leader. Moi, je crois vraiment à ce concept du winners take all. C'est-à-dire, si t'es pas un leader, par exemple, nous, à la TKL, c'est vrai que ma chaîne YouTube, là, ces dernières années, j'ai pas publié. Mais sur un plan contenu, sur un plan formation, moi, je suis convaincu qu'on a l'un des meilleurs cursus qui existe. Et derrière, OK, je suis pas dans une optique gagner de l'argent. J'ai déjà ma liberté financière. Liberté financière, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire que tu as des revenus qui payent toutes tes charges. Moi, j'y suis arrivé, tant mieux. Mais je pense que aujourd'hui, c'est vraiment quelle est la valeur ajoutée que tu apportes. D'accord? Quelle est la valeur ajoutée que tu apportes? Et donc, il faut pas avoir peur de l'IA, mais il faut pas être en mode relax. C'est-à-dire, il faut s'activer encore plus. Et là, en fait, il faut le voir comme une menace au vrai sens du terme, mais également une opportunité. C'est-à-dire, l'IA, ça peut te propulser si tu bosses dur. Ben, je trouve que ça fait vraiment un lien même avec les marchés financiers, comme quoi des fois Ouais. ça ressemble un peu à la vie. Même là, on voit avec la concentration des indices, ben, on est encore dans une démarche un peu de winners takes all. Depuis Exact. 10-20 ans, c'est les 7 plus grosses entreprises qui ont été quasiment créatrices de toute la valeur dans le monde, limite. Donc, je pense regarde, par exemple, le Nasdaq, là, il monte, alors que le SP500 baisse, le Dow Jones baisse, le Russell 2000 baisse. Pourquoi? Parce que tu as les grosses capitalisations, genre Tesla qui explose, Nvidia mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ces grosses capitalisations, finalement, elles continuent et elles vont continuer à dominer. C'est ça ce qui est incroyable. Et même en termes de profit, parce que c'est pas uniquement de la valorisation, mais c'est même les profits qui ont explosé malgré leur taille. Bien sûr. Ouais, ça ralentit pas. Mais Nvidia, on a l'impression que c'est une petite capitalisation. Alors que les profits, ils augmentent de 40%, 50%. C'est incroyable. Ouais, non, c'est incroyable. Ouais. Et on parlait justement que l'intelligence artificielle, ça pouvait être une menace, tu as dit ça. Ouais. On a tendance à la surestimer sur le court terme, comme avec toutes les autres nouvelles technologies, et souvent à sous-estimer sur le long terme. Et selon toi, quels sont les plus grands bénéfices que l'intelligence artificielle, tout simplement, peut apporter à notre manière d'apprendre? Vraiment pour déjà, le côté apprentissage. moi, je l'utilise tous les jours. Clairement, dès que ça m'aide à structurer mes idées. Ça m'aide à éviter le travail réparatif. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai écrit ce pavé, ça m'a demandé une année, 570 pages, ça, l'art du trading. Avec l'intelligence artificielle, je pense que je l'aurais écrit en 3 mois, quoi. Voilà. Pas en 1 mois, mais parce qu'il y a vraiment du contenu, mais en 2-3 mois, je pense que je l'aurais fait, ce travail. Par exemple, moi, ces dernières années, j'ai créé une formation de dingue. Il y a 316 heures de vidéos, il y a des milliers de pages de contenu. J'ai créé un programme de formation qui s'appelle Ultimate Investor. Et si j'avais eu l'intelligence artificielle plus tôt, je pense que je l'aurais fait encore plus rapidement. Mais pour moi, vraiment, ça accélère la productivité. Alors, ta question, tu peux me rappeler ta question? C'est les plus grands bénéfices qu'elle peut apporter à notre manière d'apprendre. Ok. Donc, premièrement, vraiment, capacité de structurer, capacité d'avoir des informations rapidement, capacité, tu vois, tout ce qui est travail rébarbatif, tu l'élimines. Ensuite, ce qu'elle va amener, tu vois, par exemple, moi, auparavant, j'aurais pu avoir besoin on parlait du contenu, aujourd'hui. Alors moi, je publie moins de vidéos parce que j'étais focus sur la TKL, sur le fait de créer un cursus de formation très, très solide. Mais même un créateur de contenu, c'est super facile auparavant. Moi, je vois que quand je préparais mes vidéos, ça me prenait des jours, je devais lire plein de bouquins, Là, très rapidement, voilà mon idée, voilà les grands points que j'ai envie de développer. Donne-moi ça. Bien sûr, ChatGPT va faire. Il y a souvent des erreurs, etc. Donc tu dois corriger.
Et d'ailleurs, moi, parfois, je lui dis, ah, est-ce que tu es sûr? Et là, il me dit, ah non, tu as raison, je suis pas sûr. Donc, attention. Non, mais c'est vrai. Oui, Attention. c'est vrai. C'est-à-dire, il faut pas se baser que sur ChatGPT, Bien sûr. mais néanmoins, ça te facilite la tâche. Donc, pour moi, par exemple, chef d'entreprise j'ai un business sur Internet, etc. Ça me permet de faire des recherches rapidement, ça me permet de créer du contenu rapidement, ça me permet d'avoir une force de frappe qui est juste dingue. Tu remplaces le travail de 5-6 personnes facilement. Bah, clairement. D'ailleurs, il y a même maintenant, on voit beaucoup sur LinkedIn, il y a même des créateurs de contenu qui font entièrement toutes leurs publications, qui l'automatisent avec plusieurs workflows, Exact. etc. Avec Ouais. les nouveaux Exact. agents. Moi, par etc. exemple, sur LinkedIn, c'est pas moi qui crée le contenu. Alors, c'est pas, je vais pas dire que c'est l'intelligence artificielle, mais c'est une personne qui travaille pour nous et alors, elle prend mes idées et après, elle utilise l'intelligence artificielle et elle crée des posts, etc. Et ça marche bien. Alors, bien sûr, le côté personnel est encore mieux, mais moi, j'ai pas le temps. Donc, comme j'ai pas le temps, ben voilà. Donc, ça permet de créer du contenu facilement, rapidement, efficacement. Mhm. Je pense que ça transforme aussi en fait, notre façon de travailler. C'est-à-dire que, hormis notre façon d'apprendre, même notre façon de faire les tâches, on est passé des tâches un peu répétitives à juste, Ouais. par exemple, repérer les erreurs de ChatGPT quand lui fait une tâche répétitive. Exact. Et ma fille, elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Et ma fille utilise ChatGPT. Et quand elle fait ses recherches, non mais c'est incroyable. Ouais, C'est-à-dire, on est dans une génération qui est dingue. Et auparavant, elle était dans une école traditionnelle. Et là, cette année, comme nous, on s'est dit, on va commencer à voyager et tout. Et on s'est dit, OK, l'école traditionnelle, voilà, on parlait de l'école traditionnelle. Moi, j'ai dit à ma femme, écoute, nous, on est bloqué à Dubaï toute l'année parce que notre fille, elle va à l'école traditionnelle. Et là, on s'est dit, mais pourquoi ne pas la mettre dans une école en ligne? Et on savait pas qu'il y avait une école en ligne à Dubaï. Donc, ce qu'on a fait, c'est-à-dire, il y a un campus. Donc, quand elle veut y aller, elle y va. Mais quand elle ne veut pas y aller, ou quand on veut voyager, elle a ses cours. Elle prend son Mac à 7 ans, ce qui est incroyable. Et elle va étudier ses cours. Elle a un QCM. Elle a une interaction avec ses profs. Et alors, on est en train de tester. C'est la première année qu'on le fait. Mais déjà, moi, je suis impressionné. Je me dis, mais moi, à son âge, je me faisais chier à l'école. J'aimais pas l'école. Et elle, c'est comme, elle s'amuse. Et donc, la nouvelle génération, et on parlait de l'intelligence, elle va être baignée dans ça. Et encore une fois, je pense qu'il y aura les grands gagnants. Et les grands gagnants, ça va être les gamins, les enfants, qui vont vraiment très rapidement s'approprier ces nouveaux outils. Ouais, c'est un peu la gamification un peu de l'éducation. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça me fait penser d'ailleurs, c'est comme on voit maintenant, bon, dans un contexte un peu plus sérieux, et même maintenant dans la guerre Russie-Ukraine, on voit que ceux qui contrôlent les drones, c'est les anciens joueurs, quoi. C'est ceux qui contrôlaient la manette de Play 3 et maintenant. Exact. Et c'est vrai on a beaucoup décrédibilisé les jeux, etc. Et finalement, on s'aperçoit que, voilà, on est dans la gamification, que ce soit de l'économie ou même de l'armée, quoi. C'est ce qui est incroyable. C'est clair. Et pour revenir à l'éducation financière, tu en parles beaucoup. Ouais. Et je sais que Omar, est très curieux sur ce sujet. Moi, à l'inverse, un peu moins. Pourquoi tu es moins curieux? Pourquoi? En fait, c'est pas que je suis moins curieux, c'est juste, je pense, alors qu'on habite ensemble avec Omar, c'est mon colocataire, et donc je baigne dans ça avec lui, vu qu'il regarde très souvent des vidéos. D'accord. Je m'intéresse moins pour des raisons, je pense, j'étais en prépa pendant 3 ans, donc déjà niveau charge de travail, j'avais une grosse charge de travail. Et ça n'a jamais été un domaine qui m'a intéressé particulièrement. Et franchement, je ne saurais pas te donner une raison particulière. D'accord. Alors que par exemple, tout ce qui est chiffres, les maths, ça me parle énormément. Tout ce qui est mathématiques, la logique, etc. Mais juste, je ne sais pas pourquoi les marchés financiers, ça ne m'a jamais intéressé plus que ça. D'accord. Et tu voudrais que je te parle de l'éducation financière? Je voudrais justement, pour un débutant comme moi, quelle source d'apprentissage, bon, à part la TKL, bien sûr, on en a parlé, mais quelle source d'apprentissage? La TKL suffit amplement. Mais vas-y. Même la TKL, mais juste quelle source d'apprentissage me recommanderais-tu pour démarrer, déjà? Écoute, déjà, moi, ma philosophie, pourquoi l'éducation financière est importante aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'avais un bon job, j'avais une bonne situation et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Et je n'avais pas investi.
Et la personne d'ailleurs qui m'a hébergé et loué son logement, c'est un ami à moi. Et lui, il avait acheté un petit appart, un petit studio pourri, hein, un petit studio pourri, c'était même pas un appart, mais il me l'avait loué. Et là, je me suis dit, waouh, lui, il n'a pas fait mes études, il n'a pas mon cursus, etc. Mais il a fait mieux que moi, c'est-à-dire il a investi dans quelque chose. Et donc déjà, ça, c'était un premier déclic, c'est-à-dire moi, je pensais avoir tout bien fait, mais j'étais focus que sur mes études. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu es en position de faiblesse. Quand tu te focalises que sur tes études, ça, il suffit juste… Moi, je connaissais une fille qui avait fait le MBA de la Columbia Business School. Elle bossait à Goldman Sachs à Londres. Et un jour, elle est tombée malade. Et là, Goldman Sachs lui a dit, bon, casse-toi, on n'a pas besoin de toi. Et là, elle se retrouve vraiment en grave difficulté, quoi. Parce qu'elle est à Londres, la vie coûte super cher, etc. Et tu t'aperçois qu'on est très fragile. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, et en plus, alors ça c'est le premier, et l'autre point, c'est que votre génération, beaucoup ne vont pas avoir de retraite. Et donc, beaucoup vont devoir créer eux-mêmes leur propre retraite. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'éducation financière, à mon époque déjà, elle n'était pas très très bien vue, mais c'était important. Mais aujourd'hui, c'est encore plus important. Donc, l'éducation financière, c'est quoi? C'est déjà comprendre que, tu vois, quand tu travailles, tu échanges ton temps contre de l'argent. Quand tu arrêtes de travailler, tu n'as plus de revenus. L'éducation financière, c'est le fait de te dire, si tu changeais l'équation, c'est-à-dire au lieu de travailler pour d'échanger ton temps contre de l'argent, tu achètes des actifs immobiliers, bourse, crypto par exemple. Et là, l'idée, c'est d'avoir des revenus alternatifs qui remplacent ton salaire. Et ça te permet d'être indépendant financièrement. Premièrement. Deuxièmement, moi j'ai par exemple un de vos camarades, il est dans une grande école française qui m'a écrit, qui était d'ailleurs mon élève à Aljabre, et lui il m'a dit voilà, je suis victime d'un burn-out, il a la trentaine et j'ai travaillé dur et je comprends pas ce qui m'arrive. Et là c'est chaud, c'est un élève brillant, grande école, il a tout bien fait et là il m'écrit, il m'a dit est-ce que j'ai envie de rejoindre la TKL? Je lui dis, vas-y, fonce. Mais pourquoi je le dis ça? Parce que beaucoup de gens, ils le réalisent que quand ils ont un burn-out ou quand c'est trop tard, etc. Et la chance que vous avez en étant jeune, c'est que vous avez la puissance des rendements composés. C'est-à-dire que si à 20 ans, 22 ans, 25 ans, tu investis, à 35, 40 ans, tu auras déjà un patrimoine que des gens de 60 ans n'ont pas. Et donc, tu veux arrêter de travailler, t'arrêtes de travailler. T'as un burn-out, ok, je vais à Bali, je me repose, j'en ai marre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est cette capacité à avoir le choix. Et donc, l'éducation, et moi, je suis un tueur, je suis un bosseur. Je suis à Dubaï, je suis dans un bel endroit, donc j'ai pas besoin d'aller à Bali pour me la couler douce. Mais si je voulais, eh ben, c'est possible. Parce que j'ai des revenus qui me permettent de ne pas travailler. Donc, l'éducation financière, c'est vraiment ça, premièrement. Deuxièmement, donc c'est, tu vois, créer des actifs qui travaillent pour toi, qui remplacent ton salaire. Ensuite, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que toi, tu es conditionné à devenir un salarié, peut-être entrepreneur, mais même un entrepreneur, il est piégé. Un entrepreneur, il bosse. Et tu as des entrepreneurs, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils dépensent leur argent, ils n'épargnent pas, ils ne placent pas leur argent. Et à la fin, encore une fois, divorce, maladie, etc. Et ils perdent tout. Et donc, en fait, il faut vraiment comprendre que tu dois diversifier tes sources de revenus le plus vite possible. Et donc, je travaille beaucoup la partie mindset au sein de l'école, la partie rapport à l'argent. Tu vois, par exemple, moi, je me souviens, mon père, quand il voyait un riche, il disait ouais, salopard de riche, escroc, etc. Mais pourquoi? Parce que mon père, il avait une Renault 12. Une grande partie de sa vie, je l'ai vu avec une Renault 12. Tu vois, on ne roulait pas sur l'or. Et donc, pour lui, dès qu'il y avait un riche, c'est bizarre, etc. Et quand tu as ton père qui considère que les riches sont nécessairement des escrocs, est-ce que toi, tu vas considérer les riches comme des gens vertueux? Est-ce que tu as envie de devenir riche? Ben non, parce que dans ta tête, ton père, il t'a gravé le fait que les riches étaient des escrocs. Donc, t'as pas envie de devenir riche. Mais si tu changes cette équation, tu te dis, le mec, il est riche parce qu'il a bossé dur, parce qu'il a fait des sacrifices, parce qu'il a apporté de la valeur, parce qu'il a pris des risques. Il a osé faire des choses. Et ben là, tout change. Et là, devenir riche, c'est pas une tare, c'est pas nécessairement escroquer les gens. Au contraire, c'est très bien.
Et ce mindset, monde francophone, et même au Maroc, etc., je pense, on a tous, parce que les anglo-saxons réfléchissent différemment. Mais dans le monde francophone, on a vraiment été conditionné à considérer que si t'es riche, t'es un escroc. T'es pas un mec bien. Non, t'es un escroc. Et donc ça, il faut changer. Donc toute la partie mindset, le rapport à l'argent, quand tu vois tes parents se disputer à cause de l'argent, moi je voyais mes parents se disputer à cause de l'argent. Tu vois, l'argent, tu sens que, ok, on dit l'argent n'est pas important, c'est pas etc. Mais toutes les disputes autour de l'argent, autour de tiens, t'as pas financé ça, tiens, on n'a pas pris de vacances, tiens, on n'a pas, pourquoi t'as toujours cette voiture? Et les gens qui te jugent. Au Maroc, par exemple, beaucoup de gens, si t'as pas une belle bagnole, bah t'es un loser. Non, t'es pas un loser. Mais non. Tu vois, par exemple, moi, je me souviens, quand j'étais en France, j'avais écrit mon bouquin Psychologie des grands traders. J'ai un ami, d'ailleurs marocain, il vient me voir, il me dit, Tami, franchement, tu pourrais gagner beaucoup plus d'argent. Pourquoi tu as écrit un bouquin? Je lui dis, bon, moi, pour moi, c'était le prestige. Moi, j'étais plus dans le côté intellectuel, etc. Et pour lui, en fait, j'avais raté ma vie, quoi. J'étais un loser. Et tu vois également que dans chaque société, on a un rapport à l'argent qui est différent. Par exemple, à Dubaï, c'est complètement décomplexé. Tout le monde s'en fiche. Tu as une Ferrari, on s'en fiche parce que là, à Dubaï, c'est marche ou crève. Donc, c'est une société où si tu gagnes pas bien ta vie, tu restes pas ici. Tu vois, donc tout le monde est en train de bosser. Tout le monde est en mode on bosse. Et donc, ce côté mindset, ce côté éducation financière, ce côté investissement est très important. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, Dubaï, quand je suis arrivé à Dubaï, parmi les choses que j'ai faites, c'est investir dans l'immobilier. Et beaucoup de gens m'ont dit, t'es fou, Dubaï, c'est un mirage, ça va s'effondrer. Et moi, au contraire, je me suis dit, cette ville, elle est incroyable, c'est le futur. Et je me suis dit, il faut investir. Et j'ai investi. Et là, aujourd'hui, j'ai des revenus passifs, c'est-à-dire des loyers, etc., qui ne dépendent pas de mon travail. C'est-à-dire, si je suis malade, si j'arrête, si à un certain moment, j'ai un gros burn-out, comme beaucoup de youtubeurs d'ailleurs. Beaucoup de youtubeurs ont un burn-out parce que t'as les haters, t'as la pression, t'as les vues, les gens, ils regardent les vues, ils se disent, mince, je suis pas en tendance. Si t'as un burn-out, t'arrêtes de travailler. Donc, pour moi, vraiment, l'éducation financière est aussi importante, voire même plus importante que l'éducation traditionnelle. Et enfin, je vais conclure, désolé, je suis très bavard, mais c'est un sujet qui me passionne. J'ai dans une présentation, masterclass que je donne, un webinaire, je prends le cas d'une personne qui gagne 3 000 euros par mois, d'accord? 36 000 euros par an, environ 1 million d'euros de gains, d'accord, de revenus sur 30 ans, d'accord. Cette personne, tous les mois, elle va se dire, OK, 1 000 euros, je les mets de côté, 1 000 euros, je les mets de côté et je les investis en bourse. Super. Au bout de 30 ans, cet investissement va générer 2 millions d'euros, c'est-à-dire 2 fois plus que ce qu'elle a gagné pendant toute sa carrière. Alors, bien sûr, j'ai pris 3 000 euros, ça pourrait être 5 000 euros, ça pourrait être 10 000 euros. Hein. Pour vous, je vous le souhaite, des salaires beaucoup plus élevés. Mais l'idée est la même. Donc, ce qui est incroyable ici, c'est que grâce au rendement composé, ce que tu vas gagner avec tes investissements va être largement supérieur aux revenus de ton travail. Et pourquoi aujourd'hui on dit les inégalités explosent? Parce que les gars qui ont le capital, Elon Musk, etc., il est riche grâce à quoi? Grâce à ses actions. Bernard Arnault, il est riche grâce à ses actions. Donc, les personnes qui investissent, elles s'enrichissent plus rapidement que les personnes qui travaillent. Est-ce que c'est juste ou pas juste? J'en sais rien. Je suis pas un prof de philosophie. Mais par contre, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut investir. Et ça, c'est pour moi quelque chose que je ne maîtrisais pas avant. J'étais focus sur uniquement mes diplômes, mon salaire. Et avec le recul, et d'ailleurs j'étais trader, je gagnais très bien ma vie. Et puis après, je me suis rendu compte, bah tu perds tout, pension alimentaire, divorce, etc. Je perds tout. Et j'ai des amis il y a plein d'amis qui sont comme ça, 40 ans, 50 ans, divorce, ils perdent tout. Ils doivent tout refaire du début, tout redémarrer de zéro. Et donc vraiment se dire, la liberté financière et l'éducation financière, c'est pas juste pour faire mignon, pour faire beau, c'est pas que du marketing. C'est une question de survie. On parlait d'intelligence artificielle, on parle de la mondialisation, on parle d'une économie, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on n'en sait rien. Mais une chose qui est sûre, c'est que
Si tu te reposes uniquement sur ton salaire, tu es en position de faiblesse. Donc, tu dois très rapidement te dire, je dois me protéger et je dois développer des sources de revenus alternatives. Et moi, ça a été mon mindset et c'est ce que j'enseigne au sein de l'école. Et je pense que on a beaucoup de gens qui étaient comme ça dans ce mindset de j'ai pas besoin, c'est pas intéressant, et qui ensuite, quand ils ont rejoint l'école, ils se sont dit waouh, j'aurais dû le faire avant. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, je comprends. Et du coup, toi, dans tes investissements, tu structures comment? Est-ce que tu es plutôt stock picking ou indice? Est-ce que tu accordes quelle part à l'immobilier? Tu structures un peu comment, toi, tes propres économies? Alors, ordre de grandeur, moi, je dirais que l'immobilier, ça représente 25-30%, d'accord, de mes investissements. Un peu moins, mais voilà. Indice passif, mais pas le gros de mon portefeuille. Pourquoi? Parce que j'utilise les options. Je sais pas si vous connaissez un peu les stratégies sur options, mais en fait, à Dubaï, par exemple, il n'y a pas d'impôt sur les options. Donc, par exemple, moi, j'avais acheté des actions à dividendes, mais tu payes des impôts, notamment sur les actions américaines. Donc, l'avantage à Dubaï, c'est que tu peux jouer sur les mêmes actions. Tu vends des puts long terme et tu génères des revenus passifs sans avoir besoin d'acheter les actions. Bon, juste pour un petit hack. Donc, et je peux faire la même chose sur les ETF. C'est ce que je fais. D'accord? Donc, ça, c'est la partie. Donc, il y a une partie passive, mais avec les options. Il y a une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube où j'en parle. Et puis, stock picking. Et plus aujourd'hui, alors bien sûr, ça dépend du contexte. Par exemple, 2022, 2023, tu vois, quand on a eu le crack, c'était plus long terme, genre Microsoft, Nvidia, toutes ces actions, elles avaient bien baissé et elles ont explosé à la hausse. Aujourd'hui, plus swing trading, c'est-à-dire on va plus se baser sur des actions qui ont déjà explosé, qui ont un bon momentum et sur lesquelles on va capitaliser. Et d'ailleurs, dans LFA, je développe, il y a une partie sur l'approche passive, hein, donc tout ce qui est investissement passif, les ETF, les rendements composés, les frais de gestion. C'est-à-dire quand tu vas confier ton argent à une banque, ils vont te facturer des frais de gestion et ça va bouffer ta performance. Au moins un tiers à la moitié de ta performance, c'est le banquier qui va la prendre. Donc, les ETF ont révolutionné la gestion passive. Donc ça, c'est important. Mais après, nous, on utilise une autre approche qui s'appelle le momentum, qui se base sur des travaux de recherche, notamment Fama, notamment Titman, etc. Et eux, ils ont mis en évidence le fait qu'un actif qui monte va avoir tendance à poursuivre à la hausse. Et il y a 300 papiers de recherche qui montrent ça, que c'est la seule anomalie inexpliquée. Et en fait, en utilisant cette stratégie, tu arrives à avoir une performance largement supérieure au SP500 tout en diminuant ton risque. Tu as un Sharpe ratio largement supérieur à celui des indices. Et ça, c'est énorme. Et c'est quelque chose qu'on a introduit en 2021 au sein de l'école. Et là, l'idée, c'est vraiment, pour moi, je structure vraiment immobilier à les 25-30 et ça dépend des opportunités, etc. Je vends pas, d'accord? Je suis vraiment en mode, je suis essentiellement à Dubaï. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à l'époque, on m'avait proposé d'investir un peu partout dans le monde et moi, je me suis dit, je reste ici. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup plus simple et tu dois investir sur ce que tu maîtrises. Ce que Warren Buffett a dit, il a dit, je n'investis pas sur ce que je ne comprends pas, où je n'investis que sur ce que je maîtrise. Et moi, par exemple, Dubaï, je maîtrisais ce marché. Je me suis dit, OK, voilà, les quartiers principaux. Donc, il faut vraiment il faut pas être en mode FOMO, etc. Il faut vraiment, qu'est-ce que je maîtrise? Est-ce que le prix est bon? Est-ce que est-ce que le prix est inférieur à la vraie valeur fondamentale? Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Voilà. Et puis, là, mon focus, les prochaines années, ça va être à fond l'investissement. Voilà. Ok. Investir sur mon capital, marché financier, etc. Ça va être vraiment mon gros focus. Est-ce que tu as eu, on voulait te demander, est-ce que tu as eu quelque chose que tu as appris cette année ou qui t'a récemment et qui t'a marqué, tu aimerais partager avec nous, avec les auditeurs, avec alors cette année, déjà, j'ai eu une pneumonie. C'est une grave maladie et j'ai vraiment souffert. J'ai également ces dernières années, j'ai beaucoup bossé, un peu comme la prépa, mais en pire. Ce que je sais pas si c'est comparable, mais franchement, j'ai bossé comme un dingue, 7 jours sur 7, non-stop, et je me suis négligé sur le plan santé, d'accord.
Et là, je me suis dit, j'ai eu quelques soucis de santé. Et là, je me suis dit, fais gaffe. Donc, je fais pas mal de sport, marche tous les jours, bien manger, bien se nourrir, d'accord? Très, très important. Et si tu veux être en forme, tu dois le faire. Ouais. Et donc ça, c'est le premier point, la santé. J'ai appris et puis je pratique surtout. C'est-à-dire, tous les jours, j'essaie de faire du sport. Tous les jours, 4, 5, 6 fois par semaine. D'accord? 5, 6 fois par semaine, sport, marche, 10 000 pas, 15 000 pas si je peux, mais 10 000 pas minimum. Et essayer de bien manger. Alors moi, j'aime bien manger, mais là, manger sainement. Premièrement. Deuxièmement, sur un plan business. Alors, à un certain moment, j'étais dans un délire. Je veux devenir très gros. On veut grossir. On veut faire un gros truc. Et puis surtout sur Internet, tu vois, il y a plein de gens. C'est la folie des grandeurs. C'est la course. Et moi, je suis sur YouTube également et je vois un peu mes concurrents. Et moi, je me dis, ouais, j'ai envie de faire également un truc. Et à un certain moment, en fait, il faut se dire que il n'y a pas de… en fait, tu pourras jamais devenir l'homme le plus riche du monde ou l'homme le plus… C'est à un certain moment, c'est quel est pour toi ton objectif et quel est pour toi le plus important, ta priorité. Et quand je vous ai parlé de santé, ma priorité, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est le fait d'avoir une belle vie, c'est d'apporter de la valeur. Et à un certain moment, voilà, j'ai un beau patrimoine et c'est pas de tomber dans le piège de… Tu vois, tu veux devenir riche, tu cours derrière l'argent et ça devient une nouvelle rat race. C'est-à-dire, t'es obsédé par l'argent et en fait, ça n'arrête jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas à un certain moment, t'as 100 millions, puis t'as 1 milliard et puis non, 1 milliard, il y a Elon Musk, il a 400 milliards, c'est ça? Donc, 1 milliard, t'es un rigolo face à Elon Musk. Donc, en fait, ça n'arrête jamais. Et à un certain moment, il faut savoir dire stop. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend bien, etc. Et donc, ça a eu un impact également sur mon business. C'est-à-dire, mon business, j'aurais pu… Parce que je vois certains de mes camarades ou mes collègues, et eux, ils sont un peu dans la folie des grandeurs, la publicité, la publicité, le marketing à fond, etc. Et moi, en fait, je me suis dit, je veux un truc simple. Je travaille sur ma passion, je suis zen. Bien sûr, je suis un entrepreneur, donc je suis un compétiteur, donc je veux gagner de l'argent. Mais je veux pas que ça se fasse aux dépens de ma santé, de ma famille, des gens que j'aime. Et donc, trouver cet équilibre, d'accord, vraiment ce juste équilibre qui est difficile, surtout quand on démarre. Moi, quand j'ai bossé quoi. Quand j'ai démarré la TKL, j'étais à fond. Et j'ai eu la chance d'avoir une femme qui était compréhensive, parce que c'est très dur, quand tu es entrepreneur, d'avoir quelqu'un qui te comprend, parce que tu es à fond. Et si ta femme, elle est pas, voilà, c'est très très difficile. Et donc vraiment, moi, c'est ça ce que j'ai retenu: simplifier, savoir quelles sont tes priorités, ne pas être obsédé par le toujours plus, parce que ça n'arrêtera jamais. C'est-à-dire, et c'est ça le danger. C'est à un certain moment, tu as un mec, il est milliardaire, mais il est malheureux parce que finalement, il s'est focalisé sur l'argent, sur la réussite. Mais la réussite, c'est d'abord, moi, je pense, quand je vois ma fille, je vois mes enfants, moi, c'est là où je suis le plus heureux. Tu me donnerais 1 milliard et tu me dis, mais tu as plus ta famille. Moi, je dirais, tu te les gardes. Non, mais c'est vrai. Maintenant, si tu peux gagner ton argent, tu peux bien réussir tout en ayant un équilibre. Alors là, c'est magnifique. Et je pense que c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Je vais encore bosser, mais c'est vraiment, voilà, essayer de trouver un équilibre. Pour revenir un peu à cette notion d'équilibre, moi j'ai l'impression un peu quand on est jeune comme Saad et moi, Ouais. comme toi tu as dit quand tu as créé un TKL, on a un petit peu besoin d'être dans cet excès d'engagement pour après trouver cet équilibre. Oui. Et je pense, alors moi je parle, mais là moi voilà, moi je suis un papa, c'est une autre génération. Mais quand j'étais jeune, pas gamin, jeune, j'ai bossé comme un dingue et je pense que vous devez bosser comme des dingues, quoi. Après, clairement, je vois les jeunes aujourd'hui sont plus en mode on veut un équilibre, on veut être cool, on veut pas travailler. Ça, le gros problème d'aujourd'hui, c'est ça. C'est les jeunes, le mec il a 22 ans et il réfléchit comme quelqu'un qui est déjà… Non, bosse d'abord et ensuite… Donc non, voilà, non, il faut bosser. Et il faut vraiment faire des sacrifices. À un certain moment, il faut vraiment être dans cette période de déséquilibre, clairement. Et même moi, par exemple, ces 3-4 dernières années, genre j'ai bossé comme un dingue.
Pourtant, je n'ai pas 22 ans. Mais j'ai bossé comme un dingue et ma femme, elle l'a compris, quoi. Et par contre, il faut pas, par contre, moi, genre, par exemple, on m'invite pour donner une conférence, c'est non. On m'invite pour donner, j'ai pas le temps. Tu vois, c'est-à-dire, pour moi, c'est pas important. Genre, je m'en fiche. Une interview, par exemple, récemment, les Échos Moata, j'avais pas le temps. Désolé, j'ai pas donné de réponse. Mais, tu vois, c'est pas important pour moi. Plus important, c'est ma famille. Ça, si j'ai une demi-heure à consacrer, je préfère la consacrer à ma famille plutôt qu'à donner une conférence ou à faire. Je m'en fiche. Ouais. Donc, les priorités, mais derrière, tu délivres également. Tu dois bosser. Donc, clairement, vous, à votre âge, vous devez bosser, quoi. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, du coup. Voilà, il faut bosser. On essaie de faire ça au maximum, en tout cas. Bah, c'est clair. Du coup, une dernière question c'est la question traditionnelle qu'on pose à toute personne avec qui on discute. Bah, c'est est-ce que tu as une recommandation à faire, une chaîne YouTube, un livre, un conseil, ce que tu veux à nos interlocuteurs? Ma chaîne YouTube, non. J'ai envie de dire, allez, ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube parce qu'il y a plus de 3000 vidéos, parce que c'est une véritable université en ligne. C'est-à-dire, quand j'ai créé cette chaîne, je l'ai créée en 2010. Et j'étais l'un des premiers, je pense que tous les infopreneurs, ou la grande majorité des infopreneurs d'aujourd'hui, ont été influencés par cette chaîne YouTube. Ils ont regardé cette chaîne YouTube, ils ont été inspirés par cette chaîne YouTube. Et en fait, c'était comme si je parlais à le tamis de 20 qui a 20 ans et qui se cherche et qui se pose plein de questions. Et j'ai essayé c'est comme un Q&A avec moi quand j'avais 20 ans. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette chaîne YouTube. Alors, bien sûr, j'ai évolué. Parfois, il y a eu des périodes mindset, il y a eu des périodes finance, il y a eu des périodes trading, des périodes investissement. Il y a tout sur cette chaîne. Premièrement. Alors, donc, si vous pouvez, les livres. Alors, bien sûr, j'ai écrit 7 livres. Il y a Agir, si ça vous intéresse. Par contre, moi, les bouquins qui m'ont le plus marqué, La semaine des 4 heures de Tim Ferriss, qui est vraiment excellent. Et beaucoup de gens, ils lisent le titre et disent bon. Et sur la partie finance, Mémoire d'un spéculateur, pour moi, ça a été le bouquin qui m'a vraiment permis de comprendre la psychologie des marchés, pourquoi les gens ont des comportements moutonniers en bourse. Ce bouquin, pour moi, ça a été une révélation. Et ça m'a beaucoup apporté jusqu'à aujourd'hui. Bah, parfait, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange qui a été inspirant et vraiment riche d'enseignements. Et je pense qu'on a exploré des sujets qui résonnent profondément actuellement avec notre époque, que ce soit pour les jeunes en général et même pour… et les moins jeunes. Hein. C'est ça, les moins jeunes. Ouais. Moi, si je devais retenir une chose vraiment de cette discussion, je pense que c'est l'importance de devenir acteur de son propre apprentissage, de sortir des cadres, on va dire, un peu traditionnels pour explorer de nouvelles opportunités. Et voilà, et donc c'est vraiment, on invite tous ceux qui nous écoutent à faire de même. Et donc pour tous ceux qui souhaitent, on en parlait justement juste maintenant, pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur Tchamir Belge, sur ses projets, n'hésitez pas à aller explorer sa chaîne, son travail à travers aussi la TKL et ses réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, même Instagram. Et voilà, donc je laisse à Omar finir si tu as un dernier mot. Bah, du coup, déjà, merci beaucoup, Tchami. C'était très agréable. Avec grand plaisir. Ouais. Bon, moi, je voulais juste conseiller à tout le monde d'aller voir ta chaîne parce que moi-même, je consomme le contenu et ça m'a beaucoup aidé dans mon investissement et surtout à comprendre ce principe-là de momentum qui est puissant. Utile, qui est très puissant et aussi à tout l'aspect psychologique parce que je pense que c'est le truc qui est le plus sous-estimé quand on commence à investir son argent. Et voilà, en tout cas, c'était une discussion très intéressante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais, la conclusion, c'est il faut agir. Et agir, pour la petite histoire, c'est mon bouquin, j'ai écrit en 2019. Et ce bouquin, en fait, je voulais pas l'écrire. Et à un certain moment, je pense que c'est mes étudiants qui m'ont dit « Tami, tu devrais écrire un bouquin ». C'est mes étudiants. Hein. Et ce bouquin, l'acronyme, c'est apprendre, de apprendre, G de gagner plus, gagner de l'argent, I, investir, R, réussir sa vie. Voilà, c'est agir. Il faut agir. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Et il faut agir. C'est ça. Merci beaucoup, Tchami. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao.